L'histoire commence à l'hiver 1941 en Russie soviétique. Un lieutenant soviétique nommé Vassili demande au public si quelqu'un a de l'expérience avec les tracteurs. Un sous-officier nommé Moskalenko se propose à son ami, mais le jeune soldat admet qu'il est machiniste et non tractoriste. Le lieutenant Vassili poursuit sa discussion sur les chars ennemis et leur fonctionnement. Dans une pièce voisine, les officiers attendent nerveusement et écoutent la conversation téléphonique de leur commandant de compagnie. Après l'appel téléphonique, le commandant monte sur un cheval blanc et est appelé au quartier général. Il ne tarde pas à laisser ses officiers, Peter et les autres faire leur travail. De l'autre côté du camp, le lieutenant Vassili a fini de discuter de la théorie de la destruction des chars ennemis et doit maintenant la mettre en pratique. Il ordonne alors à Moskalenko d'aller chercher du matériel auprès du génie pour construire un char de fortune. Pendant que les hommes se mettent au travail, l'officier politique qui leur a été assigné lit l'histoire d'un camarade qui a été considéré comme un héros de l'armée rouge après être mort en détruisant un canon anti-char ennemi et en emportant quelques soldats nazis dans sa tombe. Plus tard dans la soirée, il termine la construction du char en bois et le lieutenant enseigne à ses hommes comment détruire un char à partir d'un abri. Musabek, un jeune soldat russe, rate son lancer et Vassili lui dit qu'ils peuvent encore attaquer le char par derrière. Mais la nuit tombe et certains hommes sont fatigués, Vassili leur ordonne donc de faire une pause. Pendant ce temps, les officiers évaluent la position actuelle des Allemands et les itinéraires d'attaque possibles alors qu'ils traversent plusieurs villes. Le commandant les informe que leur mission est d'arrêter une division nazie entière là où elle se trouve jusqu'à l'arrivée des renforts. Ils savent qu'il n'est pas facile de faire face à une armée bien supérieure en termes d'équipement. Malgré ce désavantage évident, aucun officier ne s'est plaint. Plus tard, les soldats reçoivent l'ordre de partir. Un jeune soldat soviétique rencontre sa petite amie pour la dernière fois et rejoint ses compagnons d'armes. Au milieu de la nuit, le commandant de la compagnie informe ses hommes que les nazis fascistes prévoient d'envahir leur chère patrie et se dirigent vers la capitale de la Russie, Moscou. Par son discours charismatique, il encourage ses hommes à tenir bon. Peu après, dans l'obscurité, les hommes marchent vers la position qui leur a été assignée, entre le 316e d'infanterie et le 50e de cavalerie. Deux officiers subalternes, les capitaines Pavel et Klochkov, demandent au commandant pourquoi il ne s'occupe pas plutôt des Allemands. Le commandant répond simplement qu'ils n'ont pas les moyens d'attaquer, mais qu'ils ont une chance de se battre s'ils se défendent. Ils arrivent bientôt à leur position et les hommes commencent à creuser des trous de renard, profitant de l'obscurité. Ils continuent à creuser et à créer des tranchées pour les canons anti-chars et l'artillerie. Quelques instants plus tard, un éclaireur allemand passe. Un soviétique nommé Chardin pointe son fusil vers l'avion dans l'espoir de l'abattre. Ses camarades l'avertissent de ne pas tirer parce qu'il ne toucherait probablement pas, mais après avoir tiré un coup de feu, l'autre soldat rejoint Chardin. Pendant ce temps, deux soldats soviétiques livrent un lourd rouleau de fil de fer barbelé. Il fait bientôt nuit et le capitaine Pavel reçoit un appel téléphonique de son commandant, qui lui demande des nouvelles. Le capitaine fait part de leurs progrès et informe le commandant qu'il se repose. Sur le même front, leurs homologues soviétiques, les nazis, s'acquittent également de leurs tâches. Ils se préparent à l'offensive. Au début du jour suivant, les Allemands commencent à bombarder la position lors des Russes. Ce bombardement marque le début de l'offensive sanglante. Après le déluge de bombes, les Allemands avancent. Une douzaine de chars escortés par une compagnie d'infanterie se dirigent vers les tranchées, tandis que les Soviétiques gardent le feu. Après plusieurs minutes d'attente intense, les Soviétiques tirent leur artillerie, prenant les Allemands par surprise. L'avant-garde nazie subit de nombreuses pertes, tant dans les chars que dans l'infanterie. L'élément de surprise faisant partie de leur armement, la première vague de nazis est contrainte de battre en retraite. Maintenant que la surprise a été créée, les soldats soviétiques savent que les Boches reviendront encore plus intelligents et plus forts. Le capitaine Pavel téléphone au commandant et lui fait part de la situation. Le capitaine soviétique leur ordonne de se retrancher, car les Allemands vont ajuster leurs tirs d'artillerie et leur tomber dessus. Dans les tranchées, un homme nommé Nazarov hésite à se mettre à l'abri. Il veut abattre un avion avec sa mitrailleuse, mais n'y parvient pas parce qu'un avion passe au-dessus de lui. Après s'être fait crier dessus par son sergent, Nazarov se met à l'abri. Comme prévu, l'artillerie allemande bombarde lourdement la position russe. Pendant ce temps, les Soviétiques sur le terrain font de leur mieux pour résister. Le commandant attend anxieusement des nouvelles du front au quartier général, tandis que le bruit des bombardements résonne dans toute la zone. Un opérateur sous ses ordres tente de joindre les compagnies du front, mais sans succès. Une centaine de bombes larguées plus tard,
les troupes soviétiques se remettent lentement en position défensive pour anticiper la deuxième vague d'attaque des nazis. Les obus allemands ne sont pas gaspillés, puisqu'il y a des dizaines de victimes du côté russe. Ensuite, les moteurs des chars allemands se mettent à rugir et à avancer. De retour à la position soviétique, sans moyen de communication, le capitaine ordonne à un soldat nommé Pet de tracer et de réparer les fils téléphoniques. Quelques minutes plus tard, les fils sont prêts et le capitaine rapporte immédiatement au colonel qu'il y a beaucoup de morts et un bon nombre de blessés. En tout, il reste environ 28 soldats pour défendre la position. Le colonel confirme l'ordre de défendre et de tenir la position jusqu'à l'arrivée des renforts. Pendant ce temps, la deuxième vague d'envahisseurs nazis se profile à l'horizon. Dans les tranchées, les Russes préparent des bombes au cas où les chars approcheraient. Les Soviétiques tentent la même stratégie et attaquent par le flanc alors qu'il ne reste que quelques hommes. Une violente fusillade s'engage, mais les Allemands mettent rapidement hors d'état de nuire le canon et les hommes qui l'actionnent. Dans les tranchées avant, Musabek tire avec son canon anti-char, mais quelques minutes plus tard, un char allemand arrive à portée et tue Musabek et un autre avec sa mitrailleuse. Le soldat le plus proche ramasse le gros fusil et s'éloigne. Après avoir parcouru quelques mètres, le jeune soviétique vise le Panzer qui arrive et touche ses chenilles, l'empêchant ainsi d'avancer. Gabriel et son camarade déchiquettent l'infanterie avec leurs mitrailleuses du côté opposé. Pendant ce temps, alors que les chars s'approchent des tranchées, les soviétiques en contrebalancent leurs grenades et leurs cocktails Molotov improvisés. Gabriel et son camarade continuent de tirer sur le flanc, ne s'arrêtant que pour recharger. Les chars les remarquent et braquent leurs tourelles sur leur position. Les deux soldats continuent à massacrer les soldats ennemis, mais ils sont alors touchés par le char, qui les tue sur le coup. Les Allemands sont assez têtus, mais les défenseurs le sont aussi. Plus tard, un autre groupe de Russes adopte une approche différente pour détruire un autre Panzer. Deux soldats déclenchent un tir de couverture, tandis qu'un soldat nommé Ivan lance des grenades sur le char pour le détruire. La tentative est couronnée de succès, mais elle coûte la vie à un Russe. À ce stade, la défense n'a plus rien pour contrer les chars et décide de les laisser passer, mais de continuer à frapper l'infanterie allemande. Au fur et à mesure que le temps passe, les 28 hommes restants meurent lentement, l'un après l'autre. Le soldat en charge du canon de flanc meurt après qu'un char en approche a tiré le canon dans sa direction. Il en va de même pour le soldat qui défend la ligne avec un canon anti-char. Après des heures de combat, les Russes sont à court de munitions. Dans une tentative désespérée de tromper les Allemands, un soldat russe lance une pierre en direction de l'ennemi. Les Allemands tombent dans le panneau, mais continuent d'avancer après avoir constaté qu'il s'agissait d'une pierre. Les nazis franchissent bientôt les barbelés et ne sont plus qu'à quelques mètres des tranchées. Les Russes restants préparent des baïonnettes, des haches, des couteaux, des pelles et toutes les armes de mêlée qu'ils peuvent trouver. Les Allemands savent qu'ils sont en infériorité numérique par rapport aux Soviétiques et continuent à marcher en toute vigilance et préparation. Alors que les Allemands ne sont plus qu'à quelques mètres des tranchées, un barrage de mitrailleuses tue l'infanterie ennemie, juste à temps pour sauver les hommes restés dans les tranchées. À distance, la deuxième vague de chars se déploie et observe la situation sur le champ de bataille. Il s'avère que l'homme qui manie la mitrailleuse est un soviétique nommé Danil, qui a été touché par un canon un peu plus tôt. Il tire sur tout ce qui bouge. Les soldats ennemis se jettent à terre dans l'espoir de se sauver de l'assaut. Les nazis sont cloués au sol et ne peuvent pas avancer, alors, n'ayant pas vraiment le choix, ils battent en retraite pour survivre aux assaillants. L'officier de chars allemand, qui observe la scène à quelques kilomètres de là, évalue la situation et constate qu'il ne reste plus rien de la deuxième vague de troupes. Il n'y a pas une seule âme d'Allemands fascistes en vue. Un cimetière et un champ de bataille pour les hommes et les chars. Sans savoir que les Russes qui se défendent sont au bord de l'épuisement, l'officier allemand commet l'erreur cruciale d'ordonner la retraite. Pendant ce temps, les hommes soviétiques restants sont soulagés d'entendre les chars s'éloigner. Ils respirent profondément et parviennent à se calmer après une escarmouche intense qui a failli anéantir les armées des deux camps. L'histoire se termine au coucher du soleil dans une scène à la fois belle et tragique.